qui nous ont offert des toiles. Oui, il y en a de Ce qui très, fait il y a, que, oui, des jolies ouais. choses là. Et cette bibliothèque, qui est-ce qui l'a créée, cette bibliothèque? J'ai Bah, regardé un petit peu, j'ai eu le temps de la nous regarder. l'avons créé. Mais Maintenant, c'est quoi? C'est des gens qui ont apporté leurs c'est des gens qui ont livres. apporté des livres. Et C'est très très maintenant, éclectique, c'est très varié. c'est parce que c'est pas rangé, mais on va bientôt la Ah ranger. d'accord. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a un petit peu de tri à faire, parce il y a plein de livres très intéressants, mais il y a aussi des livres, voilà, donc, Voilà, il y a c'est un petit ça. peu Oui, de je crois rangement à faire. qu'effectivement, ce serait. Parce C'est que un moi aussi, projet qu'on a depuis quelques mois, parce mais que on n'a pas encore trouvé le temps de le non, faire. mais les bibliothèques, c'est Et terrible. on va Moi, essayer. je vends, j'ai créé moi aussi, j'ai une bibliothèque et je vends des trucs par Mm. correspondance. Mais alors, il a- au début, je ne savais pas retrouver les livres qu'on me demandait. C'est vraiment un énorme travail de classer les livres, de trouver des classements. Ouais. Je trouve que c'est passionnant parce que ça force à réfléchir, etc., à classer. Bonjour, Monsieur Berger. Bonjour. Venez nous revoir, nous rejoindre. Si tu ne me déranges pas. De toute façon, je savais qu'il allait venir. Alors, donnez-moi votre impression, là, parce que je viens de discuter depuis une petite demi-heure avec Michel Rapoport. Ouais, Qu'est-ce que Michael. c'est pour vous, ce lieu du Café des Psaumes? C'est... C'est un lieu associatif, à la fois J'ai vu que de... vous êtes revenu plusieurs fois. Hein, vous êtes, Oui, oui, c'est un lieu de transmission. On fait vivre la culture juive. Ah oui, c'est ça, voilà. Oui. Donc, Et ça manquait, à votre avis? Et... ah ben, ça manquait. Moi, j'avais déjà essayé de créer un lieu comme ça, parce que j'ai créé le train de vie. Oui, voilà. Voilà, et puis, pour des raisons financières, j'ai dû arrêter. C'était rue des Escoufs, des Écoufs. Oui, oui, rue des Écoutes. Et donc, là, l'OSE fait ça pleinement. Mais je veux dire, par rapport aux autres structures existantes, les autres centres communautaires, enfin tout Oui, ça. mais les autres centres communautaires, il faut y adhérer. Ils ont une Voilà, spécialité. Si oui. on prend le MEDEM, c'est au départ uniquement yiddish, Oui. Carpenter, Et rue Lafayette aussi. Oui, après, il y a la rue du Château d'Eau, il y a la Maison des Cultures oui. yiddish. Ah C'est oui, des c'est lieux ça. qui ont chacun une spécialité. Ah bon. Et là, c'est ouvert à tout le monde. Oui. On n'a pas besoin d'adhérer à une organisation. Enfin, il faut quand même cotiser, enfin, si on Oui, mais s'est enfin, souhaité. c'est pas grand-chose. Non, mais il faut quand même faire le geste. Oui, mais il y a une diversité, on peut choisir. Il y a des gens plus ou moins religieux, il y a des gens plus ou moins laïcs. Je veux dire, Et vous-même, ça fait longtemps que vous suivez les activités de ce lieu depuis le départ? Oui, je pense, depuis le départ. Oui. Mais j'ai la particularité de chanter en yiddish aussi, donc de faire vivre la culture Oui, j'ai de vu, façon oui, oui. vivante. Oui. Et comment ça a évolué, vous qui êtes un spectateur? Enfin, comment ça... Est-ce que ça a changé, l'esprit a changé en 4 5 ans? Il y a eu Bah, ça a il y a pris une de évolution? l'ampleur, Oui. ça a pris de l'ampleur. Je crois que c'est la structure la plus riche de Paris. Ah là, waouh. Bah oui, je veux dire, les synagogues, c'est les synagogues. Les centres culturels, bon, maintenant, Pas financièrement. il y a le Casil Kojazor qui a des endroits. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a le Oui. Casil Kojazor. Mais là, ça a l'avantage d'être d'abord rue des Rosiers. Ouais. Et puis, vu le succès de la réalisation, la structure a été exportée, puisqu'il y a des graines de psaumes. Et oui, on en a parlé. À Dat Shalom, à Nogent. Alors, mais par contre, Monsieur Rapaport ne m'a pas expliqué exactement comment allaient fonctionner les graines de psaume. Eh ben, C'est-à-dire que ce sont des lieux, vous vous installez à certaines heures, c'est ça? c'est une journée par semaine. Donc il y a une journée... Il y a à la fois des concerts, à la fois des prises de parole. Moi, là où il y a rien, c'est-à-dire là où il y a un manque, dans l'emploi du temps, il y a... Il n'y avait pas de culture, c'était uniquement religieux. Voilà, c'est ça. Donc on utilise des lieux qui existent là, mais qui ne sont pas utilisés pleinement. Pleinement, et qui ne sont pas utilisés d'un point de vue culturel. Ouais. Vous avez assisté hier, on a fait un exposé Oui. sur des penseurs juifs que les gens ignorent. Enfin, je veux dire, c'est comme si on demandait en tant que Français à ignorer Rabelais. Enfin, c'est un peu ça, enfin, voilà, ou Montaigne. Donc on a des auteurs, on a toute une littérature. C'est comme les femmes qui souvent ignorent la littérature féminine. Enfin bon, mais ça, c'est des problèmes. Il y a des communautés qui ne connaissent pas bien leur propre culture. Il y a un problème de transmission, et je trouve que l'OSE l'assume pleinement. Et donc le niveau, vous avez l'impression que le niveau monte. Le oui, niveau des gens qui viennent là, à force, vous avez l'impression que leur niveau de connaissance, leur niveau de conscience est plus élevé. Oui, parce que je remarque, on a l'exemple d'une personne que vous connaissez,
que j'ai rencontrée au café Philo. Daniel, oui. Maintenant, elle est ici, elle sait qui est Moses. Mais est-ce elle a une culture, elle a une descendance juive, cette dame? Oui, mais c'est elle ça. n'avait pas de culture juive. Oui, c'est ça. Beaucoup de juifs ne transmettent pas la culture. Beaucoup l'ignorent et beaucoup ne le transmettent pas. Alors justement, j'aimerais revenir sur la question de la langue. Vous savez que c'est un sujet extraordinaire. Par exemple, dans beaucoup de synagogues, les gens, ils savent lire l'hébreu, mais ils ne le parlent pas du tout. Ils ne comprennent même pas exactement ce qu'ils lisent. Même pour les bar mitzvah, c'est pour ça que vous dites, les gens sont juifs, mais finalement, ça n'implique pas qu'ils connaissent ni la langue, ni... ça montre, comme on disait l'autre jour, ils sont plus proches de leur héritage polonais ou maghrébin que de l'héritage juif proprement parlé. Enfin, je veux dire que c'est plus parlant pour eux. Au moment de l'émancipation au XIXe siècle, je veux dire, les Juifs n'ont pas assumé la transmission culturelle. Ils ont obéi au commandement que ce soit uniquement une religion. Enfin, c'est le code Napoléon. Et donc, ils ont oublié de transmettre qu'on avait... Vous parlez des Juifs de France, là, plutôt. Les Juifs de France, mais un peu partout aussi. Ah bon? Parce que est-ce que être juif, ça veut dire savoir tout ce qui s'est fait dans l'histoire du judaïsme, dans tous les pays du monde? C'est pas facile de savoir. C'est vraiment c'est lourd de pouvoir de tout savoir sur le judaïsme, sur l'histoire du peuple. Il y a toute une littérature moderne. En Europe de l'Est, il y a eu des grands écrivains qui sont passés. Certains comme Doubenov. Oui, puis il y en a qui sont passés aux États-Unis. Si on prend Singer, si on prend Chalemache, c'est des gens qui sont partis aux États-Unis. Si on prend les compositeurs de la chanson yiddish, ils sont partis aussi aux États-Unis. Je veux dire, il y a un travail d'appropriation de notre propre culture, sans nier la culture du pays où on vit. Enfin, et ça me semble extrêmement important. Et alors finalement, justement, pour terminer, est-ce qu'il y a une présence particulière? On parlait tout à l'heure du voyage de M. Rapoport en Israël, mais ça c'est assez secondaire. Mais quelle est la place, à votre avis, d'Israël? On se pose des questions. Est-ce que les Juifs sont vraiment concernés par Israël? Ils en parlent beaucoup, mais en même temps, est-ce que c'est pas un rapport parce que vous parlez du passé, mais il y a aussi le présent. Il y a le problème d'assumer la culture juive des siècles passés, mais aussi la difficulté à se situer dans le moment, dans l'époque. Est-ce que, à votre avis, vous qui êtes un peu un observateur du monde juif en France ou à Paris, comment les Juifs vivent-ils leur relation à Israël, par exemple? Moi, j'ai un peu le sentiment que, d'une part, déjà, la relation au judaïsme, elle est très variée selon chaque individu, et la relation à Israël, elle est pareille pour Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chaque année, ou qui ont de la famille là-bas, ou d'autres qui n'ont pas de famille là-bas, et c'est vraiment très varié. Il y a des gens qui sont allés il y a 40 ans, d'autres qui sont allés il y a le mois dernier, donc c'est aussi varié que ce qu'il peut y avoir comme juifs qui sont aussi ici représentatifs. Je ne sais pas si c'est du judaïsme parisien ou quoi, mais en tout cas, une variété de pensées, d'attitudes, de relations à la République, de relations au judaïsme, qui est très très variée. Donc, moi, j'ai pas le sentiment que... j'ai le sentiment que c'est vraiment la diversité de la population juive parisienne et de la relation avec Israël qui est aussi variée que mais alors finalement, est-ce qu'on peut essayer de proposer un cadre pour cette cohabitation entre des gens aussi différents? Est-ce qu'il y a un élément central qui serait la France? C'est à mon avis l'élément central qu'il peut y avoir ici, c'est une communauté de vie où les gens se retrouvent et se respectent. Ah oui, d'accord, oui. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a des juifs plutôt de gauche, d'autres qui sont plutôt de droite, voilà, avec des discours pas toujours entendables. Audibles. Il y a plein voilà, ça foisonne. En fait. Oui, ça foisonne. Il y a plein de gens différents et donc voilà, on entend les histoires de chacun, de déportés ou de gens qui ont dû partir d'Afrique du Nord avec des parcours différents, des histoires différentes,
certains ont de la famille en Israël, ont toute leur famille en Israël, d'autres n'ont pas du tout de famille en Israël. Donc c'est vraiment hyper varié, et je trouve que c'est ça un peu la richesse Mais moi, il me vient du une café. idée en vous écoutant. Est-ce que vous ne pourriez pas concevoir une sorte de certificat ou de diplôme, enfin une sorte d'examen de culture générale juive qu'on Non, ferait passer? moi ça m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'à un moment, chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais je veux dire Moi avant pour, tout, j'ai pas imposé à pour quelqu'un. sanctionner qu'on a justement bien profité de tout Je ça. crois qu'il n'y a pas besoin de diplôme. Enfin, ce qui est important, vous avez vu, on met un petit papier sur Facebook et il y a quand même au moins une dizaine de personnes qui suivent régulièrement des entretiens. Je suppose qu'avec M. Bakouche, c'est pareil. Donc on transmet, je veux dire. Vous ne faites pas des interrogations écrites pour savoir ce que les gens savent ou ne savent pas, ou vous ne leur faites pas faire des exposés. On pourrait imaginer que, je sais pas, on dit à quelqu'un, bah, tiens, tu pourrais peut-être préparer quelque chose là-dessus. Je veux dire, là, je crois que quand le Café des Psaumes a ouvert, les gens étaient quand même grandement déculturés, à part des intellectuels comme Sylvie Adler, qui ont une connaissance de la littérature, ou M. Bakouche. Je veux dire, et depuis, le niveau de réflexion s'est élevé. C'est ça que je voulais savoir, justement. Il s'est élevé, mais qu'est-ce qui vous fait penser, Claude Berger? Moi, j'aime bien les côtés, parce que le mot évaluation, j'aime bien. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il s'est élevé, par exemple? Je pose une question un petit peu provocatrice. On fait des débats et ils interviennent dans les débats. Et ça. Et ils achètent les livres pour les lire. Voilà. Voilà, donc on sent. Et puis ils reviennent. Ils reviennent. Je veux dire, s'il y avait que 2 personnes, je dirais, bon, il n'y a que 2 personnes, mais à chaque fois, il y a Ce sont les mêmes personnes ou chaque fois il y a un turnover, il y a une... À 8 sur 10, c'est les mêmes. Oui. On a souvent les mêmes, c'est-à-dire que les gens aussi apprécient les conférences, apprécient les conférenciers, et donc reviennent de façon assez régulière. Donc on peut dire que le Café des Psaumes, c'est un peu la maison du judaïsme parisien. Enfin, comment on pourrait lui donner un sous-titre s'il y avait si vous aviez à mettre parce que le Café des Psaumes, ça ne veut rien dire en fait, sur le plan du signifiant. Mais quelles seraient les expressions qui vous servent? S'il fallait trouver une expression à la suite, vous mettriez quoi, Monsieur Rapoport, pour décrire le lieu? On vous a jamais proposé cette idée? Non, mais je trouve que le café associatif de l'œuvre de secours aux enfants, c'est pas forcément parlant pour tout le monde, mais Non. au moins ça permet quand même de resituer le projet associatif. Oui. Et donc c'est important de faire connaître cette association aussi. Donc parce que là, on touche à... Alors l'osé, c'est que ça s'inscrit quand même bien dans l'histoire du judaïsme français. Enfin, je veux dire... pas que, parce que c'est une histoire internationale, oui. On est en 1912 en Russie, donc oui. c'est un parcours. Ils sont arrivés en France à quel moment, à votre avis? Je crois que c'est en 1933. Oui, d'accord. Donc c'est quand même 80 ans de présence en France. Mais aussi en Tunisie, au Maroc. Oui. Voilà, ils ont eu beaucoup Ils sont intervenus dans plein d'endroits, donc une histoire assez riche. Et c'est vrai que moi, ce qui me plaît aussi, c'est de faire vivre cette histoire et de faire vivre aussi à notre petit niveau l'histoire de cette association qui continue et qui se développe avec de nouveaux projets, de nouveaux soutiens. Parce que ici aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on n'a pas forcément qu'un objectif, on va dire, culturel. C'est-à-dire qu'ici, il y a des gens qui viennent et qui avaient nulle part où aller. Oui, d'accord, social. Il faut les accueillir. Voilà, il faut qu'on trouve un lieu de vie. Oui, j'ai bien compris. Oui, oui. Voilà. Donc on n'est pas aussi un objectif élitiste. Non, c'est ça. Oui, j'ai bien compris. De la connaissance. Mais on a vraiment un objectif où on a envie que les gens se sentent bien et puissent se retrouver au café. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, M. Berger, par exemple, que les gens qui sont d'origine polonaise préfèrent peut-être mieux connaître un peu le judaïsme polonais, et ceux qui sont d'origine algérienne préfèrent mieux connaître? Enfin, il y a quand même des sensibilités différentes et des identités différentes et des repères différents. Ici, il y a un mélange. Oui, mais justement, il y a un mélange, mais quelque part, malgré tout, les gens, ils ont quand même des prédispositions à s'intéresser plus à
à l'histoire de leur famille. Je crois qu'il y a Ah bon? il y a une espèce de fusion. Donc les gens qui viennent du Maroc, ils peuvent parfaitement s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine ou en Pologne au début du Il y a XXe siècle. la fameuse phrase de Manitou, Léon Ashkenazi, Oui, oui, j'ai bien qui connu. disait un juif c'est toujours judéo quelque chose. Oui, Il disait l'important c'est de mettre les judéos ensemble. Je crois que c'est ce qui se fait ici. d'accord. C'est un lieu, enfin, ce que disait Michael, c'est que Michael, beaucoup de gens se trouvent aussi à un certain âge, n'ont plus d'activité, n'ont plus de lien social. Ici, l'autre aspect qui est à souligner, c'est le lien social qui se fait entre les générations, entre Ashkénazes et Juifs d'Afrique du Nord. Ça se fait. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire d'où on vient à qui que ce soit ici, chacun vient et puis on discute et puis après ça se dit, ça s'échange, mais c'est pas... voilà, on essaye aussi d'expliquer aux gens, par exemple, des fois il y a des gens qui viennent s'installer à la terrasse, puis voilà, puis il y a des gens qui disent, vous êtes juifs? En quoi c'est ton problème qu'ils sont juifs ou pas? Laisse-les s'installer, tu discutes avec eux, mais c'est pas forcément la question qu'on doit se poser à tout moment, quoi. Il y a des gens qui viennent s'installer à notre table et ça c'est important. Vous n'envisagez pas vous n'avez pas envisagé de dialogue avec les autres religions, par exemple, des choses comme ça? Ben, on a failli le faire, mais après on s'est dit bon, c'est un peu, comment dire, c'était pas notre objet au départ, hein, et puis de toute façon c'était pas, si on a un vrai projet derrière, pourquoi pas. Si c'est faire pour faire, ça m'intéresse pas plus que ça. Je veux dire, la fête de la musique, c'est symbolique de l'action de Michael. Oui, il en est très fier d'ailleurs, oui. Oui, parce que bon, moi j'ai ouvert la musique avec la musique yiddish, ashkénaze. Après, il y a eu Michel Taubert qui est. Elle est venue, oui, d'accord, je le connais très bien, oui. Je l'ai interviewé d'ailleurs. Et donc, après, il y a eu Judéo-Espagnol, le collectif Sephardi. Alors c'était où? Ça c'est C'est à rue des Rosiers, là, juste à côté. Dans la rue, là. Sur l'estrade. Ah oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Parce que oui, dans La les... rue des Rosiers était bloquée, il y avait 250-300 personnes qui dansaient. Mais il n'y avait pas que vous qui organisiez quelque chose dans la rue des Rosiers. Ah si? Rue des Rosiers. C'était vous qui étiez en charge de l'animation fête de la musique. C'est nous qui avons installé ce. Non, parce que je pensais qu'il y avait d'autres. Oui. Ah oui, d'accord. C'est carrément. Ça n'existait pas. C'est carrément vous qui avez pris en. Bon, bah, on a fait Ah, un artiste d'accord. de qualité. On les fait jouer dans le café, mais bon, le café est petit. Oui, Et bah voilà, carrément, on a vous avez. leur donner la rue des Rosiers pour pouvoir s'exprimer. Donc Ça, après, il y a eu sympa. un groupe de jeunes qui est très bien, les Marxisters. Et après, il y a eu Alain Douyeb, musique d'Afrique du Nord et orientale israélien. Donc l'ensemble des composants. Des jeunes, des vieux, des noirs, petits enfants qui dansaient. plein de gens différents, plein de juifs, et aussi plein de gens différents qui sont venus faire la fête. Alors curieusement, moi j'ai regardé un peu rapidement. Par exemple, dans certains journaux, j'ai pas trouvé cette activité. Parce que vous savez, il y a des trucs où on mettait fête de la musique. Non, mais je veux dire, mais c'est vrai, mais par exemple, il y avait dans l'officiel des spectacles, par exemple, il y avait plusieurs pages sur la fête de la musique, arrondissement par arrondissement, et j'ai pas trouvé l'info. Sur le site officiel, Il faut leur envoyer, il faut les prévenir. Donc j'ai raté comme ça, parce que vraiment je serais venu. Mais on était sur Academ, hein, donc oui. Bon, il y avait moyen aussi de. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui cherchent un concert de musique juive gratuit dans la rue. On m'a dit qu'il y a un film qui a été fait, mais je sais pas. Il y a quelques. Ah oui. En tout cas, vous avez fait des enregistrements, vous avez mis ça. Quelques vidéos très sympas. Et donc vous avez pas mal de vidéos. Le rabbin Tom Cohen qui a filmé d'en haut. Ah oui, Tom Cohen qui est le mari de Pauline Beb. Oui, c'est ça. Et qui a filmé d'en haut et où on voit vraiment une masse de gens comme ça qui dansent, qui fait la fête, qui chantent. Et c'était vraiment. Vous avez pas mal de vidéos sur votre site ou c'est... Oui, mais sinon vous allez sur Google, là, où vous tapez vidéo, il y a pas mal de vidéos, et notamment une vidéo qu'on a fait. On met vidéo, Café des Psaumes, c'est ça? On met quoi? Voilà, Café des Psaumes, vidéo. Google, il y a Google Images, machin, il y a vidéo. Voilà. On met notamment sur une vidéo qu'on a fait avec Mathilde Amet, où elle vient rencontrer un peu les personnes âgées du café. Ah oui, d'accord. Et c'est assez émouvant. Et une chose que je veux peut-être rajouter. Je vous en prie, pour terminer, Michael. Et ce qui me semble important aussi, c'est qu'on a toujours eu tendance un peu, et donc moi j'ai un peu réorienté le projet assez rapidement, à mettre les personnes âgées dans des cases, dans des lieux spécifiques,
Et voilà, et on s'est aperçu qu'ils avaient vraiment envie d'être avec les gens, avec tout le monde. Pas qu'on les montre, voilà, les personnes âgées, les Ashkénazes, les séfarades. Ici, on est tous ensemble, et je crois que c'est ce qui leur plaît aussi, c'est d'être dans la vie, et pas dans une structure à côté de la vie, ou voilà. Donc c'est un peu, on va dire, notre marque de fabrique, c'est, voilà, les gens ils sont au café, et on est tous ensemble, et il y a plein de gens différents, et les personnes âgées sont avec nous, comme tout le monde, quoi. Donc, je crois qu'ils apprécient aussi d'être dans cette relation-là. On leur parle tout à fait normalement. On a Oui, une c'est vrai attention que particulière quand, par exemple, là, pour la fête de la musique, on avait sorti des chaises. On avait sorti des chaises pour les personnes âgées pour qu'elles puissent s'asseoir. Et puis on demandait aux jeunes qui étaient assis de libérer les chaises pour les personnes âgées. Donc on a une attention particulière. Mais voilà, c'est tout. Enfin, c'est presque tout. oui, d'ailleurs, le mot café est lui-même très convivial, le café. Voilà. Un café, on parle de discussion de café, enfin, je veux dire, c'est le café du commerce, on va dire, c'est quelque chose comme ça, un lieu de rencontre, où on vient prendre un pot. Voilà, et puis en fait, moi je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Voilà, on a travaillé, on a fait le nécessaire, Bravo, ouais, et on bravo. s'aperçoit que le concept est hyper intéressant, que les gens répondent présents, qu'il y a toute une dynamique, mais que voilà, cette dynamique, elle mérite quand même à chaque fois d'être relancée, Oui, oui. repartie, et qu'à chaque fois on a besoin de retravailler les contenus, de retravailler avec les intervenants, voilà, On pourrait dire que rue des Rosiers, il ne faut pas s'arrêter sur ses lauriers. voilà, c'est un peu ça. Mais on a vraiment ce projet de rester dans quelque chose de dynamique, et toujours de se remettre en question, de trouver de nouveaux intervenants, de nouveaux musiciens, de nouveaux peintres, et de faire venir de nouvelles personnes au café, de Oui, faire oui, connaître à nouveau le café par d'autres gens. oui, oui. Et c'est vraiment un objectif qu'on a chaque année. Et voilà, on a commencé avec 230 adhérents. L'année dernière, on était à 420. Donc voilà, j'espère que l'année prochaine, on sera à 500. On va pas augmenter trop vite chaque année, parce qu'après, on va pas tenir le rythme. Mais voilà, d'augmenter un petit peu chaque année, et de continuer à faire vivre ce café et le quartier. Et puis voilà, de mettre en avant aussi tous les gens qui font vivre ce café, parce que sans nos adhérents, bon, on serait ennuyé, mais sans nos intervenants, sans les gens qui nous soutiennent, et c'est vrai que Claude a toujours été Un soutien. partie prenante du projet, est toujours soutenu, il a toujours été là, et donc voilà, ça nous permet aussi de nous dire, bon voilà, on n'est pas tout seul, et si un jour j'ai un souci, je sais que je peux appeler Claude, à tout moment il viendra, et Bah, il puis habite à côté, il surtout. habite à côté. Mais c'est pas que ça, voilà, c'est aussi de se dire, bon voilà, on n'est pas simplement, on n'est pas que des amis, on est des gens qui se connaissent bien, qui se respectent, Et je vous sais ce faites, qu'il fait, vous je faites sais des ce qu'il choses apporte, ensemble. je connais son histoire. Et voilà, moi je suis très content qu'il soit là, et je pense que lui aussi est très content de venir au café. Donc, Puis il y a un facteur de résistance parce que sinon la rue des Rosiers allait vers une déperdition culturelle. Oui, totale. oui, un petit Il y peu, avait oui. 5 librairies avant, il n'y en a plus qu'une. Ah oui, il y avait la fameuse librairie. Puis il y avait une charcuterie ashkénaze, elle a disparu aussi, elle est maintenant dans le 16e. Je veux dire, et petit à petit, le quartier se vide de son âme. Et je veux dire, le Café des Psaumes je veux dire, a résisté à ça. On revient de loin. A affirmé Oui. un projet culturel. Mais c'est grâce un peu à la mairie, finalement. Je crois que c'est surtout. Enfin, ils ont quand même eu cette idée. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas la mairie, je crois que c'est l'OSE qui a essayé. non, c'est la mairie en fait qui a proposé Ah oui. à différentes associations juives. Ah, d'accord. Mais en même temps, après le projet, ben, c'est le projet. Hein, on peut avoir des idées, et puis voilà, maintenant Voilà. c'est important que la mairie elle nous soutient quand même beaucoup. C'est-à-dire que quand on a besoin d'une salle pour la fête de la musique, Ah oui, la mairie du 4e. pour la fête annuelle du café, ou pour la fête du livre, ben, ils sont là, ils participent, ils nous soutiennent. Donc c'est aussi important. Voilà. Et puis je crois qu'ils ont compris aussi l'enjeu qu'il y avait pour eux d'avoir un café associatif juif dans le quartier, où nous on est vraiment dans une relation assez simple avec les gens, c'est-à-dire que bon, on n'est pas au-dessus des gens, on n'organise pas, voilà, on organise, mais voilà, chacun à son niveau. Moi j'ai des bénévoles qui viennent, qui m'aident, ils prennent le bar, ils gèrent le truc, ils organisent, ça va. Les gens ils viennent, des fois bah, ils remettent les chaises à leur place, ils rangent, Ah oui. ils remontent leurs tasses. Voilà, les gens ont compris que c'était pas un café comme les autres,
et qu'ils venaient aider. Il y a des gens qui nous ramènent de temps en temps des éponges, d'autres qui nous lavent des torchons, d'autres Alors, est-ce que ça se d'autres qui me rapproche, ramènent à manger. est-ce que ça quand se j'ai faim. rapproche ici du concept de kibbutz urbain Un peu, oui, oui. Monsieur C'est un Berger. processus d'association où on n'est pas en train de comptabiliser notre temps, je veux dire, ni monnayer notre temps. Donc ça fonctionne essentiellement dans un esprit de bénévolat et de communauté humaine. Donc ça se rapproche du concept de kibbutz urbain. Hein. D'accord. Ce qui a été inventé en Israël à partir d'une critique du kibbutz classique un peu vase clos, village fermé, phalanstère, et c'est un concept de lieu ouvert, associatif, où on met des choses en commun, sans compter ni notre temps, ni sans monnayer Ni notre argent. Voilà. Bon, écoutez, je crois que je vous remercie beaucoup de cet entretien. Je pense que moi, ça comble une lacune et je pense que ça va combler aussi une lacune pour certaines personnes qui n'avaient pas pris la dimension de cet endroit. Merci beaucoup, Michael Rapoport.